que des deux côtés, c'était les Français. Mais c'est un indicateur important. Monsieur Becker, monsieur Rousseau. Ben justement, c'est que, oui, il y a eu indépendance proclamée, oui, il y a eu un président camerounais noir, mais en réalité, c'est la même philosophie. Il n'y a pas eu... En réalité, en 1959-1960, nous aurions dû nous arrêter pour donner la possibilité à Quirinus de participer à l'avènement de Jupiter. On a imposé une fois de plus. Ça prend le temps que ça prend, c'est en train d'exploser. C'est pour ça que je disais que dans le grand dialogue national dont nous parlions, si on avait discuté de communauté, et c'est en ce moment que j'avais commencé à parler du fédéralisme communautaire, où Quirinus est en révolte, inspirons-nous de la philosophie fédéraliste, celle qui vise à remettre de l'ordre entre frères et sœurs, à remettre ensemble des choses différentes. Au lieu de parler de ça, nous avons concentré tout notre temps au grand dialogue national à vouloir renforcer, et le prof a employé le terme de concentration, à renforcer l'autorité de ce Quirinus qui est pourtant contesté. Et je suis heureux du débat que vous ouvrez ce soir, pour que ceux qui sont en train de nous écouter saisissent enfin la profondeur de ce problème. Parce que c'est là qu'il faut commencer. Et moi, on y revient, je sais que vous allez me donner la parole tout à l'heure. En fait, attendez, autant il faut remettre en cause cet État, autant il faut remettre en cause dans le contexte camerounais une autre émanation de cet État, le tracé fantaisiste des régions. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays comme le nôtre, le peuple ticard soit dans 4 départements répartis dans 4 régions? On peut essayer. Le Nou, en Magba, c'est à l'ouest. Ils sont en Gambé-Ticard, c'est dans le Mam. Ils sont dans l'Adamawa, à Mayo-Bangyo. On est maintenant dans le Méré, je crois. Je ne sais plus, le Mayo-Bangyo. Ils sont en Oua, dans le Nongamantou. On est dans le nord-ouest, je crois. Voilà un peuple. Et comment vous réglez ce problème? Vous avez des ticards francophones, des ticards anglophones. On peut aller plus loin. Vous avez des mots francophones, vous avez des mots anglophones. Entre-temps, les mots eux-mêmes sont repartis entre le Mungo, entre le Vouri, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà une autre émanation. En fait, nous allons de métastase en métastase. C'est pour ça que je vous dis la vraie guerre n'a pas commencé. La solution, de mon point de vue, une des solutions, on va l'aborder tout à l'heure. Voilà une chose. Non, c'est juste une idée que j'aimais. Les sous-régions, qui commencent à être une sorte d'émanation des peuples africains. Peut-être c'est vers là qu'il faut aller. Parce que l'une des choses qu'il faudra revoir, tôt ou tard, c'est la frontière qui fait qu'il y ait des Bayas en Centrafrique et des Bayas au Cameroun. Cette frontière-là, tôt ou tard, les Bayas un jour vous diront, pluralisme démocratique, Quirinus Baya vous dira un matin, moi je suis fatigué de chercher le passeport pour aller de l'autre côté. Il faudra remettre ça en cause, tôt ou tard. Et ce jour, vous allez remettre la Centrafrique et le Cameroun ensemble. Tout au moins sur ce point-là. Donc je vous dis, c'est une question très profonde. Et chaque fois qu'on dit qu'il faut l'aborder, ben, on trouve des raccourcis, on trouve des sauf-conduits. Merci l'honorable de chercher des solutions. Xavier Messier, on a longuement évoqué les auteurs ici. On sait que la théorisation de l'État chez M. Hobbes, c'est à travers le pacte social, chez Rousseau, c'est le contrat social. Qu'est-ce qu'il faut dans notre pays pour que les nationalismes se retrouvent dans ce nouvel État? Ce qu'il faut dans notre pays, c'est pas compliqué. C'est des volontés d'abord. Pour commencer, c'est des volontés. Vous savez, avant qu'on ne parle de Rousseau, ou alors Rousseau et Tocqueville, qui sont des relais de ce que les Grecs, les Romains ont bâti dans la cohabitation dans une cité. Mais les autres panélistes qui sont ici ont cité abondamment ces auteurs-là. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a eu des bâtisseurs, il y a eu des pères fondateurs, si vous voulez, de la société en civilité. Comment vivre dans une communauté, qu'elle soit diversifiée ou qu'elle soit unie. Comment vivre? Ils ont balisé, ils ont posé des jalons. Quand on les cite ici, ce sont des figures qui sont réelles dans la mythologie grecque, dans la Rome antique. Quand on va puiser là,
n'est-ce pas? Le relais récent, c'est Rousseau, c'est Tocqueville. Alors, la démocratie est partie de là. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui relèvent de cette démocratie appliquée, bien appliquée ou mal appliquée. Mais toujours est-il que nous ne créons rien, on fait des adaptations à partir de la mythologie, à partir des Grecs, à partir des Romains, on fait des adaptations. Aujourd'hui, avec les relais qui sont les intermédiaires entre cette mythologie grecque et nous aujourd'hui, c'est Rousseau, c'est Tocqueville. Mais lorsqu'on doit appliquer aujourd'hui, on fait des adaptations. Vous savez, j'ai l'habitude d'écouter dans un vocabulaire politique qui est très connu, Paris n'a pas été construit en un seul jour. On vous dit également la démocratie, bon, mais chacun peut avancer à son rythme. Sauf que nous ne sommes pas des bâtisseurs. Il y a des balises qui ont été tracées. Le professeur Tabimanga, Mathias et puis Cabral l'ont dit suffisamment. Il y a des balises. Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? C'est de rentrer dans ces balises en essayant de faire des adaptations compte tenu de la modernité et compte tenu des sensibilités qui sont les nôtres. Faisons des adaptations. On ne peut pas. Lorsque Haussmann crée Paris, lorsqu'on lui dit de créer la plus belle ville du monde, il n'avait pas de modèle. Il a commencé à créer Paris. Tout simplement, à partir de cette réflexion, un polytechnicien urbaniste, il a commencé à créer Paris. Il n'avait pas de modèle. Lorsque Rousseau fait le contrat social, il n'avait pas de modèle. Il avait peut-être des notes, de puiser dans la mythologie. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? C'est de rentrer dans Tocqueville, de rentrer dans Rousseau, de rentrer dans Haussmann, pour voir comment ils ont fait, et puis voir en fonction de nos sensibilités, de nos réalités locales, comment on peut faire des adaptations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons par exemple le cas de Paris qui n'a pas été bâti en un seul jour, il faut 200 ans pour qu'on puisse faire Yaoundé, par exemple. Il en est de même de la démocratie. Nous avons un problème réel. Cabral le disait tout à l'heure, des micro-tribus, des micro-nations qui sont n'est-ce pas, dispersés à travers des différentes régions du Cameroun. Comment faire? Il faut que l'État régule et que au sommet de cet État, qu'il y ait une volonté, un courage, n'est-ce pas, de constater ce que le professeur Tabimanga a écrit, ce que le professeur Mathias Onangi dit, ce que Cabral dit, mais nous avons l'impression qu'on nous donne aujourd'hui, c'est d'avoir au sommet de l'État des gens qui pensent que leur logique est la meilleure. Il faut être suffisamment humble pour écouter des gens qui font des recherches lointaines et qui regardent, qui vivent dans une société qui est partagée. Et que les réflexions que ces gens-là font, les études qu'ils font, peuvent contribuer à apporter des solutions dans les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Il ne faut pas remettre la pensée, à un groupe, je ne veux pas dire groupuscule, à un groupe d'individus, en ayant l'impression que ce groupe d'individus qui a la pensée unique, n'est-ce pas, il faut être redescendant, écouter les autres pour solliciter des solutions. Il ne faudrait pas coucher le consort. Tabimanga, une question à poser à Xavier ou à J'ai une question à poser au panel. Parce qu'ils ont dit des choses qui me semblent tout à fait importantes et intéressantes. Je commence par le constat historique de professeur Westphalie. Bien. L'Occident met en place un ordre. État-nation. On nous colonise et on installe, on importe cet État-nation. On l'impose. On l'impose. Mais celui qui l'impose, lui-même, à partir de celui, n'a pas été capable, ou n'a pas été capable de réformer cet État-nation. Il n'a pas pu le faire chez nous. Nos communautés, nos Quirinus dont il parle, se sont battus par la résistance et ils ont conquis la libération. Alors la question que je pose à mes collègues panélistes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que
sur cette base d'un échec de l'État-nation importé, nos dirigeants de l'époque n'ont été que des libérateurs et non pas des bâtisseurs des nations. Je pose la question parce que c'est Cabral. Tout à l'heure, tu me disais, non, c'est maintenant que l'État-nation doit... Donc ça veut dire que quelque part, que c'est maintenant qu'on par l'émergence, effectivement, par le concept que l'Afrique s'est donné, l'émergence, qu'il faille donc faire émerger une race de bâtisseurs des nations. Sur la base de cet échec de l'État-nation importé. Et j'ai eu ce sentiment en écoutant tour à tour on Indigné et puis c'est une question aussi à renforcer. C'est une question que je pose. Moi, je n'ai pas pu la résoudre. Je l'ai senti. Ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience historique et politique des États et sociétés africaines en la matière est complexe. Il y a des situations où les libérateurs ont été fondateurs. C'est par exemple le cas de la Tunisie, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de la Guinée-Conakry. Il y a des cas où les libérateurs n'ont pas été fondateurs, ou alors les fondateurs n'ont pas été libérateurs. Toujours est-il que quelle que soit la trajectoire des États africains, ceux où les libérateurs ont été fondateurs, ça ce sont les trajectoires qui sont liées au mouvement de libération nationale, qui par la suite ont pris les commandes des États. Il y a des États où les libérateurs n'ont pas nécessairement réussi à être fondateurs. Ça, c'est le cas typique du Cameroun, où les libérateurs étaient essentiellement liés au mouvement nationaliste radical, axé sur l'UPC. Ils n'ont pas été des fondateurs. Donc, dans les deux cas, on est arrivé à ce qu'on appelle, ce que le professeur Tanimanga appelle l'échec. Mais il faut moduler. Il faut moduler parce qu'en réalité, il n'y a pas un échec absolu. La logique étatique a définitivement pénétré l'Afrique. Elle est là. De manière dominante, les États de succession sont toujours là. Et c'est eux, ce sont ces États-là, que l'ordre international, dont les fondations sont westphaliennes, reconnaît. Ça veut dire que cet ordre international, comme le disait Carl Schmitt, juriste allemand, est le fils de ce qu'il appelait le droit public européen, Jus Publicum Europeum. Ce sont ces États-là qui sont reconnus. Mais la logique sociale montre que ce dispositif doit être refondé ou réformé. Pas expulsé, pas rejeté. Il doit être refondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dialectique, il y a toujours le jeu de l'ordre et du désordre. Et pour qu'il n'y ait pas le chaos, l'ordre doit prévaloir. Ce que le professeur Tanimanga appelle Jupiter, il reste dans le schéma de la mythologie indo-européenne, encore que Jupiter, en réalité, a une souche qui est bel et bien africaine. Qui est Jupiter? Jupiter, c'est l'Obatala Yoruba. Jupiter, c'est l'Obetale des Douala. C'est lui, Jupiter. C'est Tarayayop, le Père du ciel et de la terre. Tarayayop, particulièrement du ciel. C'est lui, Jupiter. Donc, derrière le voile indo-européen, il y a une réalité africaine. Et cette réalité, c'est une réalité de la composition. En clair, de manière pratique, ça signifie quoi? Contrairement à ce que certains pensent, un État comme l'État camerounais, confronté à ces dynamiques, a déjà pris le chemin de la régulation. Le chemin de la régulation, c'est quoi? Dans les années 90,
il intègre l'idée politique et institutionnelle que la décentralisation doit être inscrite dans la Constitution. Ça veut dire qu'il remanie un dispositif qui était fondé sur une concentration étatique forte qui tolérait à peine ce qu'on appelle au plan juridico-administratif la déconcentration. La décentralisation existait, mais elle était écrasée. Maintenant, elle a une reconnaissance constitutionnelle. On la met en œuvre progressivement, comme le dit l'article 67, dans la mise en œuvre des institutions, mais on la met en œuvre. Et la dialectique sociale fait donc que les nationalismes régionaux émergent, notamment ce nationalisme régional paradoxal, qui est en fait la tribalisation d'une identité coloniale. Ça veut dire qu'on constitue en communauté un référent colonial anglophone et on lui oppose un autre référent colonial francophone. L'État camerounais face à cela sait que s'il ne joue que sur le côté de la conciliation, voire de la complaisance, comme il est un croisement anthropologique, il est exposé au chaos. Il proclame donc la supériorité de l'ordre, du superamus, un et indivisible. Mais il introduit une modulation dans le traitement de la situation, statut spécial. Et qu'est-ce que le statut spécial produit? Il produit un début de transformation de l'architecture politique qui consiste à intégrer la diversité. Parce qu'il y a un risque, il ne faut pas tomber dans le fétichisme, il y a un risque à reconnaître les nations. Parce que ces nationalismes-là ne se voient pas comme régionaux, ils se voient comme souverains. Oui, ils se voient comme souverains, c'est-à-dire qu'ils portent en eux un projet de souveraineté qui est contradictoire avec le projet de la souveraineté centrale. Application dans le contexte africain, l'Éthiopie. L'Éthiopie nous montre précisément que même la prise en charge de la situation à partir des réalités africaines ne nous enlève pas la possibilité du désordre. Pourquoi? On constitue un fédéralisme ethnique, un fédéralisme communautaire sur la base de ce que j'avais évoqué dans une de mes réflexions en 2017, et ce fédéralisme ethnique qui est censé s'adapter à la situation africaine en tenant compte des éléments de la nationalité communautaire devient chaotique à partir du moment où l'une des composantes, la composante tigréenne, décide que, en fait, le fédéralisme communautaire ne me suffit pas. Moi, je suis une nation, je vais être indépendant. Et pour en venir au Cameroun, voilà le gros risque qu'il y a. Parce que le Cameroun, culturellement, au niveau des nations, culturellement, c'est au moins 5 familles, c'est au moins 5 nations, 5 nationalités, qui ont chacune des velléités souverainistes. Donc, faisons attention. D'accord, c'est compris. J'ai vu Xavier, mais c'est qui n'est pas très d'accord. Camarade, vous allez conclure. On aura absolument conclure. C'est pas pour conclure. Vous voulez je me fais revenir là-dessus tout de suite. rapidement. Non, l'exemple éthiopien n'est pas un bon exemple. Dans le cas éthiopien, les Tigréens n'ont commencé à aspirer à l'indépendance qu'à cause de la politique de amharisation. Oh là là. C'est exactement cela. Parce que le fédéralisme éthiopien à la base est un fédéralisme linguistique. Ce n'est pas ça. Et lorsque vous mettez un fédéralisme linguistique en place, et que et maintenant on impose donc une des langues aux autres, vous provoquez la rupture. C'est ce qui s'est passé. Mathias, vous voyez très bien le cas éthiopien, c'est exactement cela. C'est que dans lequel une ethnie
veut avoir la suprématie sur les autres, c'est faux. Ça va créer le désordre. Parce que les Tigréens, précisément, avaient les commandes de l'État pour c'est quand ils ont perdu les commandes de l'État central que cette question du fédéralisme transformé maintenant en sécessionnisme s'est imposée. Qui était le dirigeant éthiopien central? C'était bien Meles Zenawi, qui était tigréen. C'est compris, merci. Je continue à dire que ce qui se passe en Éthiopie est justement ce que le professeur Tabi Manga appelle l'échec de la régulation. Il n'est pas dit que parce que les Africains vont travailler eux-mêmes à faire émerger un État qu'ils ne peuvent pas échouer eux-mêmes. Je rappelle que les Européens, avec leur État westphalien, ont eux-mêmes échoué et il y a plein d'exemples en Europe. Vous l'avez reconnu tout à l'heure. Il y a des crises dans beaucoup d'États européens, malgré l'avènement. En Espagne, c'est pas l'Afrique. La France, c'est pas l'Afrique. L'Allemagne même, c'est pas l'Afrique. Donc, ça peut échouer. Et dans le cas éthiopien, ça a échoué. Et on doit plutôt en tirer des leçons. Parce que la confusion qu'on veut faire entre la communauté et l'ethnie, elle n'est pas bonne. Elle est malsaine. Elle est malsaine. Donc, dans le cas africain, justement, et c'est pour ça que je disais le grand dialogue national, s'est concentré sur un mutat, au lieu de régler le problème à la base. Sur quoi on doit travailler au Cameroun? Est-ce qu'on doit travailler sur un mauvais compromis, celui de 1916, plus de 61, dont on ne peut pas nier aujourd'hui les excroissances, on ne peut pas nier, mais on doit réfléchir à gommer cela. Est-ce qu'on devrait encore être un pays qui est distingué par deux blocs, francophone ou anglophone? La réponse c'est non. On doit donc travailler à systématiser le français et l'anglais. Donc, la crise anglophone, ça veut dire qu'on doit plutôt faire émerger une communauté nationale bilingue. Mais en dessous de cela, avant d'être bilingue, c'est-à-dire avant de parler français et anglais, nous sommes zéro. C'est pour ça que la crise anglophone, et je vais dire quelque chose de grave, est pour moi une opportunité historique. Et c'est pour ça que je salue à nouveau votre ouvrage. Parce qu'à la faveur de la crise anglophone, paix à l'âme, aux âmes de tous ceux qui sont décédés, mais ces sacrifices qui sont en train d'être faits doivent fertiliser la réflexion définitive qui va poser le socle définitif d'un véritable État-nation. En fait, Kabal, ce que tu veux, c'est que, au lieu pas d'opposer, parce que j'entends des oppositions dans les discours qui me fendent un peu le cœur. Bilinguisme là-bas, multiculturalisme de l'autre côté. Non! Le bilinguisme est dans le multiculturalisme. Absolument. Oui, absolument. C'est une expression du multiculturalisme. Absolument. Et c'est là qu'il faut donc attaquer le problème. En réalité, nous devons travailler. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas les racines qu'il faut parler, il faut partir. Je veux bien qu'on ait reconnu les communautés francophones et anglophones en 61. Oui. Mais on a commis une injustice avec nous-mêmes. C'est une sorte de malédiction provoquée. Nous devons pouvoir reconnaître ce que nous sommes d'abord. Partons de ce que nous sommes d'abord. Comment on peut autant dialoguer sur des communautés nées d'une importation linguistique et jamais nous nous asseyons pour discuter du problème Tikar que je viens de poser, du problème Baya que je pose, pour lequel il y a eu des tueries dans le Mbé, dans les villages entiers brûlés. Nous asseoir pour revenir à notre socle qui est la communauté. N'en déplaise à Mathias, on va arriver à ça. Merci beaucoup. Combien les effets pervers Pour cela. s'il y a quelqu'un qui est communautariste, c'est moi. Mais moi, je suis aussi politologue, sociopolitologue, politologue, et je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. L'Espagne s'en sort. S'il vous plaît. Merci, c'est comme c'est un peu de temps, on a fait une belle émission. On va pas la gâcher à la fin. On va permettre à Xavier Messé de dire un mot. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous êtes Jupiter? Est-ce que la Constitution de 96 n'est pas déjà un nouveau contrat, comme le pacte
Hobbes et le contraire de Rousseau, parce qu'il y a quand même là des éléments qui sont des esquisses de solutions. On assiste à la phase terminale de la décentralisation. Est-ce que ça ne règle pas déjà le contrat, c'est un document qui est rédigé par les gens en fonction d'un contexte. La Constitution, c'est rédigé par des personnes en fonction d'un environnement et des objectifs à atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut amender cette constitution si on estime, si on pense qu'elle a des imperfections ou alors elle ne cadre plus entièrement avec le contexte global. Mais ce que je vais dire, si vous permettez quelques secondes, si vous permettez, j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole en premier, enfin pour la première fois, j'ai vanté, n'est-ce pas, les intellectuels comme étant ce cadre-là où les gens réfléchissent et peuvent apporter des conseils, des solutions à ce que l'État puisse prendre des décisions. Et ça ne veut pas dire que c'est une communauté de gens homogènes qui pensent tous de la même manière. Vous voyez, sur ce plateau-ci, où il n'y a que des sommités intellectuelles, le débat est contradictoire. Et c'est ça qui est enrichissant. Je voudrais dire que face à ces contradictions, je crois qu'il y a des gens qui rime, n'est-ce pas, selon la volonté de l'État. Il y en a qui peuvent parfois avoir le courage de dire que l'État, là, il ne s'est pas bien comporté, là, il a bien agi. Je crois que Mathias, de temps en temps, il le dit, mais il le dit avec beaucoup de fébrilité, comme ce soir encore, je le constate. Je vais dire deux choses pour sortir. Dans un contexte comme le nôtre, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a l'éducation civique. L'instruction civique est la chose la moins enseignée depuis quelques années dans nos écoles. Le professeur Tabimanga est là et il peut me contredire. La deuxième chose qu'il faut, c'est les institutions. Nous avons une constitution qui est maniable à tout instant. Si l'éducation civique est assurée, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, et nous avons l'impression que nos politiques au sommet travaillent, n'est-ce pas, mènent les Camerounais à la girouette. C'est-à-dire que quand le politique décide, il faut suivre avec des arguments pour accompagner les décisions du politique. La deuxième chose à dire, il faudrait qu'on puisse construire des institutions de manière à ne pas être... Vous avez parlé de la Constitution de 1996. Elle a été modifiée. Aujourd'hui, on peut considérer ces constitutions comme caduques. Lorsque nous prenons un pays comme les États-Unis, que nous citons toujours en référence, vous me direz qu'aujourd'hui c'est bancal, mais lorsque nous prenons ce pays-là, vous voyez, la solidité des institutions a permis qu'il n'y ait pas une crise aux États-Unis. Donc, à mon avis, il faudrait que les institutions du Cameroun, en commençant par la Constitution, soient un élément fondamental qui puisse bâtir les décisions de l'État. Merci. On va prendre une transition à la régie. D'ailleurs, on accueille Janice Kamga pour le fact-checking du jour. Ça va? Ça va bien. Ça a été la journée? Oh, vous étiez au stade? Non, on n'a pas pu, on était à la rédaction. Alors ce soir, nous parlons de trois éléments fondamentaux. D'abord, hier, il semble que le fact-checking s'est trompé de la vidéo qui circule. Elle vient du Ghana, c'est plutôt un match de Hearts of Oak, c'était pas à Bamenda. C'est bien ça, je me trompe peut-être, c'est ça? Vous avez vérifié? Exactement. Donc on a été trompé. C'est grave, hein, quand c'est le fact-checking qui se trompe, on devrait quand même, vous allez présenter vos excuses aux téléspectateurs. On a vu sur la toile ce soir que Jacques Zoua est absent de la rencontre, a été absent de la rencontre Cameroun-Mali parce qu'il aurait été mis à l'écart pour avoir réclamé des primes. Vrai ou faux? Le clair-obscur persiste. Certains médias ont relayé l'information il y a quelques heures, notamment à la fin de la rencontre de ce soir qui a opposé le Cameroun à l'équipe du Mali. Le capitaine des Lions à prime, Jacques Zoua, n'aurait pas disputé le match à cause d'une histoire de prime. Vrai ou faux? La question reste encore en suspens. Nous recoupons encore l'information et reviendrons sans doute demain avec une réponse de source autorisée. Mais déjà, des indiscrétions parlent de quelques soucis de santé.
Le check-in est en marche alors. Exactement, nous n'allons pas nous presser à surfer sur la vague du web. Comme hier. Alors, cette fameuse lettre de Joe Biden qui fait le tour de la toile, il a dit Joe, you know, I won. J'ai gagné. Joe, tu sais, j'ai gagné. Exactement. Twitter est en feu depuis cet après-midi. Le président américain Donald Trump aurait laissé une lettre à Joe Biden avant de quitter la Maison Blanche disant Joe, you know, I won. C'est-à-dire, Joe, tu sais, j'ai gagné. Précisons que le courrier laissé dans le bureau ovale pour son successeur est une tradition américaine. La chaîne CNN rapporte que Donald Trump a laissé une lettre pour son successeur, certes, mais rien n'a encore filtré sur son contenu pour l'instant. Selon Joe Deere, l'un des porte-parole de la Maison-Blanche, on ignore encore quel est le contenu de cette missive. Il dit, je cite, c'est entre lui et le président élu. Donc, il ne s'agit que de spéculation. Donc, c'est un fake news. C'est un fake news. Bus du Chan, bus simplement personnalisé, parce que sur la toile, on a vu des gens qui disent que c'était un faux, bon, pas un faux bus, mais que ces bus-là n'ont pas été achetés. Est-ce qu'on devrait acheter les bus pour le Chan exclusivement? Je ne crois pas, Ernest. La toile s'enflamme suite à ces images de bus d'une entreprise de transport en commun camerounaise personnalisée pour le championnat d'Afrique des Nations 2020. Il s'agit en fait d'un pétard mouillé, car la pratique est courante et autorisée pour les compétitions sportives comme pour les campagnes politiques par exemple. Ce n'est pas une honte, il est de coutume pour ces agences de mettre à la disposition des équipes leurs bus. Conséquence, des économies dans le budget et aucune inquiétude à se faire sur le sort des 10 engins à la fin de la compétition. Après la compétition, on va enlever Simplement, c'est pratique. C'est très pratique. Merci. Allez, on va prendre une respiration et puis on va conclure ce programme. Merci à vous. Merci Ernest. À demain. Des Quirinus à Jupiter, Stator, phénoménologie et herméneutique des nationalismes régionaux, contribution à une théorie de la déconstruction, résilience de l'État-nation. C'est donc le livre du professeur Jean-Tabi Manga. Je rappelle qu'il a été recteur de l'université de Yaoundé 1. Il a été mon recteur à l'université de Yaoundé 1, recteur de l'université de Yaoundé 2. Prof, où est-ce qu'on trouve le livre? Il est disponible. Selon mon éditeur, maintenant il est déposé, semble-t-il, dans les librairies du coin, Saint-Paul, Peuple Noir, Clé, Armatan. Voilà. Voilà, donc le livre est donc disponible à la librairie Peuple Noir, la Montée Essénie, je crois bien, si je ne me trompe pas, et un peu partout. Le professeur Mathias Ounangini a pris mon exemplaire, j'espère que j'aurai un autre exemplaire. Honorable, merci d'avoir été avec nous ce soir. Déjà, moi, demain, j'irai acheter l'ouvrage à la première heure pour que je m'imprègne du contenu. C'est combien de pages? Exactement 216 pages. 216. C'est jouable. Non, merci. Merci à Xavier Messier d'avoir été avec nous. On attend les premiers numéros de Calam qui sera... Vous aurez la primeur, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, merci à Prof, merci d'avoir été avec nous ce soir. On dit merci à toute l'équipe de production. On retient quand même que ce jour, hier, dans la nuit de mardi à mercredi, un policier a tiré sur un mototaximène au quartier Mokolo à Yaoundé. Aux dernières nouvelles, le mototaximène en question est toujours entre la vie et la mort au Curie. Et tout semblait aller pour le mieux. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Des rumeurs sur un probable décès du policier circulent, mais on n'a pas de confirmation. Demain, on vous en parlera. Merci à toute l'équipe de production réunie autour de Jean-Marc. Merci à Sermis, merci à Hervé Aubélé, Sebria Konebizde Oye, Albertine Michaga a travaillé pour la préparation de ce programme. On fait un clin d'œil au chauffeur de l'honorable Cabral. Il n'est pas seulement chauffeur, hein. C'est l'homme de main de l'honorable Cabral Libi qui est avec nous au studio ce soir. Mesdames et messieurs, demain, nous serons encore avec vous, avec des experts, parce que nous voulons proposer des programmes enrichissants et surtout pédagogiques. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de Big News One. N'oubliez jamais, la télé, la vraie, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien bonsoir.